Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Assia Djebar. Chapitre 1. Vers une écriture de l'urgence. Depuis l'amour, la fantasia, l'œuvre djebarienne résiste de plus en plus à toute catégorisation générique. Pourtant, l'auteur n'hésite pas à nommer romans des œuvres qu'elle considère autobiographiques, telles l'amour, la fantasia, ou bien encore des œuvres qui ont pour elle valeur de documents historiques, telles La femme sans sépulture. Tout en traitant le roman comme un genre essentiellement hybride, Assia Djebar n'en insiste pas moins sur le primat de l'écriture autobiographique. Son œuvre reste profondément motivée par la nécessité d'affirmer son identité et le geste d'écrire « je » pour une femme écrivain algérienne, sauf pour la disparition de la langue française, où la violence de l'histoire est en grande partie mise en signe par un personnage masculin. Néanmoins, les dimensions autobiographiques et historiographiques de son œuvre soulèvent un certain nombre de questions. Que veut dire Assia Djebar par autobiographie ? En quoi l'autobiographie telle qu'elle l'entend et la pratique relève-t-elle de l'historiographie ? Quel est le statut de la fiction et du document dans son œuvre ? Nous verrons que le traitement particulier que subissent la fiction et le document dans les œuvres récentes d'Assia Djebar jette les bases d'une nouvelle pratique d'écriture placée sous le signe de l'urgence. L'autobiographie, la lecture et l'ouverture d'un espace d'écoute. Mettre je en côte à côte avec femme, écrivain et algérienne, comme le fait souvent Assia Djebar, revient à inscrire le sujet dans l'histoire et du même coup l'autobiographie dans l'historiographie. Hafid Gafaïti a souligné le rapport étroit existant entre l'autobiographie et l'histoire dans les romans d'Assia Djebar. Ce rapport, selon lui, serait médiatisé par la métaphore de la lecture telle qu'elle apparaît dans l'amour, la fantasia. Elle lit signifiant doublement elle lit, et elle étudie en dialecte algérien, Assia Djebar, page 122. Cette métaphore selon Gafaïti donne à l'autobiographie une portée subversive immense. À partir de là, la lecture de l'histoire se confond avec la maîtrise progressive du texte par les femmes, l'autobiographie devient la base d'une réévaluation de la réalité, non plus d'un seul individu mais de tout un peuple, Assia Djebar, page 122. Dans l'amour, la fantasia, la lecture, qu'il s'agisse de romans, de lettres d'amour ou de lettres de militaires sur la conquête de l'Algérie, ouvre la porte à la révolte et à l'écriture. Le passage à l'écriture revêt ici une signification particulière dans la mesure où il engage le décodage et la réappropriation de signes qui portent le sceau du colonisateur, de l'étranger et de la domination masculine. En contexte maghrébin, pour une femme écrivain, ce passage à l'écriture s'accompagne d'un certain geste de dévoilement, d'une mise à nu et il est le marqueur d'un certain investissement de la femme dans la sphère publique. Ainsi placé sous le signe d'une écriture-lecture, au niveau individuel et collectif, l'autobiographie entreprend de donner une voix au jeu exclu de l'histoire. Le texte fonctionne comme une entreprise archéologique faite d'analyse, de comparaison et d'interprétation nouvelle du passé collectif, mais procède aussi d'une démarche qui pousse l'écrivain à donner la parole aux femmes analphabètes qui ne peuvent pas écrire et dont elle se fait l'écho. Gafaïti, Assia Djebar, page 124. Cette écriture-lecture ne limite pas à un rôle de porte-parole. Si l'autobiographie, chez Assia Djebar, est inséparable de la question identitaire et de la mémoire historique, elle vise bien à réévaluer le statut des discours dits factuels. Mais qu'en est-il de l'écriture de l'histoire de l'Algérie ? Dans l'amour, la fantasia, Assia Djebar parle de la réalité monstre, page 70, d'une histoire tue, enfermée dans les volumes déposés sur les étagères oubliées des bibliothèques, cependant offerte, page 70, car la correspondance des officiers de l'armée française y révèle en filigrane la conquête de l'Algérie comme viol de la terre et viol des femmes. L'histoire de l'Algérie reste donc à lire et à écrire. Elle nécessiterait l'appel à un support autobiographique, au niveau individuel et collectif, et à un travail textuel médiateur et libérateur du corps, du regard et de la voix. En conférant au corps, au regard et à la voix, une place de premier plan, l'écriture djebarienne entend ouvrir une certaine visibilité dans le discours historique à la femme, sans pourtant exclusivement limiter la question de la réécriture de l'histoire aux faits féminins comme le montre notamment la disparition de la langue française. Ce faisant, l'œuvre interroge la validité du discours historique qui n'énoncerait au mieux que des vérités relatives,
en contexte colonial aussi bien qu'en contexte postcolonial. La question de la relativité des discours historiques, quant au statut des femmes dans l'histoire du Maghreb, a été mise en avant par un certain nombre d'historiens. Benjamin Stora a souligné le fait que si la participation des femmes pendant la lutte pour l'indépendance n'a nullement été déniée par les autorités algériennes, elle a toutefois été mise sous silence, peu après l'indépendance. Emna Ben Miled, retraçant l'histoire des femmes dans le contexte du Maghreb et de la Tunisie, énonce, dans un sens assez proche de celui d'Assia Djebar, la relativité des régimes de vérité en matière de discours historique. Elle déplore l'interférence du discours patriarcal et le manque de recherche en études féminines au Maghreb. Comment faire parler le silence des textes historiques ? Page 25, et elle ajoute que pour une femme, entrer dans l'histoire n'est autre qu'exister au sens étymologique, c'est exister, c'est-à-dire sortir de, devenir visible, apparaître à la lumière du jour, page 26. L'originalité d'Assia Djebar réside dans son traitement du genre roman, dans une écriture qui se déploie au carrefour des genres et des disciplines et dans la mise en dialogue continu des discours littéraires et historiques. L'un prenant constamment la relève de l'autre, l'un et l'autre, circulant entre les frontières du factuel et du fictif, du silence et du dire. Cette mise en dialogue des discours littéraires et historiques s'accompagne d'une interrogation sur les pratiques de lecture en littérature et en histoire. Il ne s'agit évidemment pas de faire de la littérature un reflet de la société mais d'engager, au cœur même des silences et des blancs de l'histoire, aux frontières du factuel et du fictif, une rencontre entre histoire et littérature. Dans l'espace de cette rencontre, l'écriture djébarienne interroge les possibles de la littérature aussi bien que les conventions occidentales qui régissent les codes de lecture des récits dits factuels ou fictifs. La question de l'invisibilité des femmes dans l'histoire se complique de la question de l'incommunicabilité. Le jeu qu'Assia Djebar met en scène dans son œuvre est un jeu aux prises avec une langue d'écriture autre, le français seul disponible, et avec les langues d'origine, l'arabe dialectal et le berbère perdu mais pourtant non effacé, ces voix, 37, de la région de Cherchell qui résonnent cependant sous les cris. Comment donc saisir là où les langues d'origine, cette langue irréductible avec la langue de l'autre, si ce n'est que hors les langues ou entre les langues ? Si la question de la diglossie ou de la polyglossie est au cœur de toute la littérature francophone postcoloniale, elle prend pour Assia Djebar, en tant que femme maghrébine, un sens supplémentaire. La dimension conflictuelle du français, langue de déculturation mais aussi langue de libération de la voix et du corps, n'agit pas seulement au niveau de l'expression mais aussi au niveau de la réception. Les lecteurs d'Assia Djebar se situent, au moins des deux côtés de la Méditerranée, et son écriture autobiographique aux prises avec l'historiographie, ne peut que se heurter au silence et tabou de l'histoire algérienne côté français et algérien. Si l'écriture est inséparable de la lecture en contexte maghrébin, l'opération de la lecture redouble de force chez Assia Djebar. Parlant de situations extrêmes où la mémoire historique est fort close et où la mémoire individuelle est coupée de la mémoire collective, telles les déportations, les génocides ou les situations de déculturation, telle l'immigration, Janine Altounian insiste sur l'importance de l'écriture en tant que lecture. Lire, rappelle-t-elle, signifie étymologiquement recueillir, ce qui, dans le cas précis de la tentative d'inscription de la mémoire individuelle dans la mémoire historique, signifie l'ouverture d'un espace de réception qui est forcément hétérodoxe. Et c'est bien vers ce type d'espace que s'achemine l'écriture autobiographique djébarienne. Il ne s'agit pas seulement de trouver une voix pour dire « je », et de donner une voix aux exclus de l'histoire, mais de se placer avant tout à leur écoute. En effet, la mise en voix des tabous et des silences de l'histoire ne peut avoir lieu sans la rencontre d'une écoute, d'un espace de réception. L'absence d'espace de réception signifie la forclusion d'événements, de lieux, si bien qu'il n'y a nulle part où inscrire une parole, donc un sujet, une identité. Ce qui est inscrit comme n'ayant pas eu lieu, n'a pas de lieu où s'inscrire, Altounian page 6. Or, c'est contre ce nulle part que se déplie l'écriture djébarienne. Cet espace de réception dans le cadre de l'Algérie s'est ouvert assez tardivement, au moment précisément où l'histoire est entrée dans ce qu'Henri Rousseau appelle sa phase d'obsession. On comprend déjà pourquoi, parlant de l'autobiographie, Assia Djebar attache tant d'importance au délai et au temps de silence imprégnant son écriture depuis Femme d'Alger, 1980. Dans les années 80 et 90, au moment où émerge une vague d'écrits sur l'Algérie, l'écriture djébarienne amorce un tournant.
Face aux vagues de violence qui secouent l'Algérie dans les années 80 et 90, Djebar narratrice, dans le dernier chapitre de Vaste et la Prisorie 1995, livré sous forme de poème, interroge. Écrire comment ? Page 346. Comment écrire l'Algérie, les morts d'hier et d'aujourd'hui, sans avoir de langue adéquate ? L'absence de langue adéquate n'est pas simplement liée dans ce texte à la situation linguistique de l'Algérie de l'indépendance, mais elle a quelque chose à voir avec les silences de l'histoire. Les morts, eux seuls, désirent écrire. Comment inscrire trace avec un sang qui coule et qui vient juste de couler ? Page 346. La langue à laquelle Assia Djebar réfère dans Vaste et la prison est celle du sang oublié, effacé, tourné en blanc cendre, page 347. Langue blanche d'une histoire encore non écrite et non entendue, langue foreclose. La question de l'écriture d'une histoire d'où les acteurs ont été effacés, et qui n'a pas encore trouvé d'espace d'écoute au moment même où elle termine Vaste et la prison restera au centre de ses écrits ultérieurs. Elle sera inséparable du rôle que jouent conjointement l'historiographie et l'autobiographie dans son œuvre. Dans Ces voix qui m'assiègent, Assia Djebar réévaluera sa position d'écrivain, à la fois contre la tradition et les silences de l'histoire et tout contre, à l'écoute et dans l'écoute de l'autre. Il s'agira de capter l'irréductibilité de la langue et de la culture d'origine, par le geste d'écrire et par la pratique scripturale. Nous verrons que c'est à partir de la place que tient le travail d'anamnèse dans son écriture que s'ouvre cette possibilité. De l'autobiographie à l'écriture de l'urgence. Si Assia Djebar insiste tant sur l'appellation autobiographique, alors qu'elle entreprend une démarche de type historiographique, c'est que l'autobiographie telle qu'elle la conçoit, défie les corpus occidentaux qui la définissent étant une pratique d'écriture à la croisée des genres et des disciplines. Une telle pratique permettrait de réévaluer le fondement des frontières établies entre discours fictifs et discours factuels, ainsi que les codes occidentaux de lecture de la littérature. L'autobiographie chez Assia Djebar, comme chez la plupart des écrivains maghrébins, pose un certain nombre de problèmes quant au statut du genre. Dans son cas précis, s'ajoute la spécificité d'une telle écriture pour une femme maghrébine et une certaine réflexion sur les rapports que l'autobiographie peut entretenir avec l'historiographie. La plupart des critiques semblent être d'accord pour souligner la forte dimension politique de l'écriture autobiographique, qui pour Assia Djebar se joue sur deux volets. Le côté maghrébin et le côté femme. Anne Donadet parle ainsi de contre-histoire, elle a rallumé, page 106. Cette contre-histoire passe nécessairement par la recherche d'une nouvelle forme d'écriture qui consiste à mettre en dialogue les voix narratives, à inclure une documentation écrite ou orale, de façon à raccorder les pièces manquantes de l'histoire. Donadet identifie cette contre-histoire comme surécriture ou écriture palimpseste. En donnant une voix au peuple algérien effacé de l'histoire coloniale et aux interdites, les femmes algériennes, doublement effacées par les régimes coloniaux français et postcoloniaux algériens, Assia Djebar réévalue ce que devrait être la société d'après l'indépendance. La lutte des Algériennes contemporaines pour la libération du regard et de la voix ne s'inscrit alors plus en faux vis-à-vis de la nation algérienne, mais bien dans le cadre d'une histoire nationale de résistance qui donne toute sa légitimité au projet féministe. Donadet, elle a rallumé, page 115. Toutefois, la démarche d'Assia Djebar ne s'arrête pas là. Si l'écriture palimpseste touche bien à l'illisibilité, à la violence et à l'absence d'une écriture de l'histoire de l'Algérie, il s'agit pour Assia Djebar d'interroger les paramètres de cette invisibilité et de cette violence, dans une perspective qui ne concerne pas seulement l'écriture, mais la lecture de l'Algérie. À ce stade, il importe de revenir sur les questions que soulèvent les travaux menés sur l'autobiographie en contexte maghrébin. Si l'autobiographie en contexte maghrébin n'est pas l'objet de mon étude, certaines données qui en font un genre essentiellement hybride, situé à la croisée des genres littéraires et de disciplines diverses, en l'occurrence la littérature et l'histoire, sont particulièrement intéressantes quant au statut des discours factuels et fictifs. L'écriture djébarienne est en effet inséparable d'un certain rapport que le jeu qui écrit établit entre le sujet, la langue, et les formations externes du langage, institutions et idéologie. Tous les travaux sur l'autobiographie maghrébine, quant à la question du sujet,
mettent en évidence le caractère inadéquat d'une écriture du moi au sens occidental et classique du terme et tel qu'il se trouve délimité par les propositions théoriques de Jean Starobinski et de Philippe Lejeune, même page 55. Le problème de base est que ces théories s'appuient sur un corpus qui sépare le sujet de la langue, de la culture et de l'histoire, alors que ces dimensions sont essentielles dans l'autobiographie maghrébine. En effet, en contexte maghrébin, le narrateur qui prend la parole ne s'exprime pas au nom d'un jeu spécifique, mais d'un jeu, derrière lequel se glissent des voix collectives, incluses dans le texte ou rapportées, nommées ou anonymes, fictionnelles, mythiques ou factuelles, qu'elles émanent de personnages ayant marqué l'histoire du Maghreb ou de personnages qui n'ont pas eu prise sur l'histoire officielle, d'où l'appellation autobiographie collective ou plurielle qu'on trouve souvent pour désigner ces textes. Pourtant, comme l'a souligné Mokhtar El-Mawal, ces appellations ne sont pas des plus heureuses et relèvent même de l'oxymore. Ce critique identifie bien de nouveaux groupes d'identités qui s'écartent du genre occidental classique dans la mesure où la collectivité ou la pluralité sont des éléments déterminants, tels l'identité auteur-narrateur-collectivité, ou bien auteur-collectivité-personnage, voire encore collectivité-narrateur-personnage, pp 110 à 111. Outre son caractère pluriel, cette écriture engage une certaine interdisciplinarité. Mokhtar El-Mawal suggère en effet que des termes comme collectobiographie, sociobiographie, sociographie, bien que non satisfaisants et réducteurs, reflètent mieux le fait que ce type d'autobiographie s'applique à toute une génération ou toute une société, page 110. Or, si le jeu qui prend la parole ne peut se penser hors du type de société dans lequel il a évolué, en l'occurrence le Maghreb, son histoire, ses langues, ses cultures, il ne se laisse pas pour autant circonscrire par lui. Le moi s'inscrit souvent en décalage par rapport au consensus politique et socio-culturel de cette société. Le moi, dans la littérature maghrébine contemporaine, a dû accomplir tout un trajet avant de se dire, de s'affranchir de l'autorité des membres du clan ou de la tribu, sans pour autant en rejeter toute la culture. Cette situation se complique davantage quand il s'agit d'une écrivaine, par le tabou de la prise de parole publique, car pour une femme, l'acte d'écrire dans la tradition arabo-musulmane est placé sous le signe de l'aura, littéralement de la mise à nu, ce qui pour Assia Djebar redouble la violence inhérente à l'écriture autobiographique. Violence, nous dit-elle, qui est tenue dans le fait que l'autobiographie, quel que soit son format, est avant tout lue et reçue comme un récit factuel et désigne son auteur comme coupable. Il y a bien sûr quelque chose de la confession du pénitent dans le texte autobiographique. Une fois que dans ce lieu, dans cette situation, vous avez avoué un fait, un détail, rien ne peut être repris, c'est trop tard. Votre parole, votre texte sont ineffaçables, ces voix, page 111. L'écriture autobiographique tombe ainsi sous l'emprise du silence qui est malgré tout partie intégrante de l'acte d'écrire. Écrire n'est pas forcément publier. Écrire quelquefois c'est choisir de se taire, ces voix, page 63. Comme Assia Djebar l'affirme dans Ces voix qui m'assiègent, le silence est un temps de travail. Il coïncide avec la quête d'un espace d'écoute et d'un modèle d'écriture qui se situe au carrefour des langues, des genres et des disciplines. Le silence appartient aussi au travail d'anamnèse. D'après même, la question du silence chez les écrivains francophones est liée à deux problèmes fondamentaux, d'une part la diglossie ou encore le plus souvent la polyglossie ou l'absence de langue adéquate, et d'autre part, une identité niée ou au mieux présentée en tant que lacunaire ou fragmentaire. Cette identité tronquée explique, selon lui, le fait que le jeu oscille constamment entre des registres référentiels divers et passe constamment de l'individuel au collectif, du présent au passé, du colonial au postcolonial, du culturel au sacré. J'avancerai que ce changement de registre référentiel est lié à bien d'autres facteurs, entre autres, une conception maghrébine de la littérature où le fictionnel s'emboîte dans le réel et vice-versa, mais dont les modalités varient selon les auteurs. On a affaire à une conception de la véridicité des discours qui n'agit pas seulement au niveau référentiel, mais au niveau des modes de présentation ou de représentation des discours. Ainsi, la question de l'identité culturelle fragmentaire ou lacunaire est à penser dans un contexte idéologique où le discours historique s'est construit dans l'occultation d'une situation interculturelle de la part des régimes coloniaux et des régimes d'indépendance. Chez Assia Djebar, cette question se complique, car une écriture qui se situe dans le cadre de la lecture suppose l'étude, le recueillement et l'ouverture d'un espace d'écoute.
Une telle écriture s'inscrit en contre-pied de la tradition et des consensus socio-culturels coloniaux et post-coloniaux. Étant donné le sens critique que prend l'opération de la lecture en contexte maghrébin, au lieu d'identité fragmentaire ou lacunaire, je préférerais parler d'une situation où les mémoires individuelles sont en décalage avec la ou les mémoires historiques officielles. Nous verrons que cette situation de décalage se répercute dans l'écriture, non seulement au niveau des registres référentiels mais au niveau générique, et qu'elle affecte les modes de représentation des discours dits factuels et fictifs. Dans la littérature maghrébine classée sous la rubrique « autobiographie », la chronologie porte souvent le sceau d'un délai, d'un retard, d'un après-coup propre aux situations traumatiques. Cette dimension, nous le verrons, est particulièrement marquée chez Assia Djebar dans les textes où la composante autobiographique est mue par une pulsion mémorielle, telle « Le blanc de l'Algérie, Ces voix qui m'assiègent et La femme sans sépulture ». Mokhtar El-Mawal a d'ailleurs proposé d'approcher l'autobiographie maghrébine du point de vue de la chronologie, car force est de constater l'existence d'une rupture avec le passé généalogique, page 117, ou encore d'un tournant dans la vie du sujet écrivant. Chez Assia Djebar, il s'agit des temps de silence qui ont traversé son écriture et sur lesquels nous reviendrons plus loin. Ces ruptures temporelles sont liées au rapport que le sujet qui dit « je » entretient avec ses origines culturelles, nationales et religieuses, avec son identité générique et sexuelle, tout autant qu'avec celles qui construisent l'histoire de son pays. Nous avons affaire à une situation identitaire souvent en décalage par rapport au consensus socio-culturel et politique, d'autant plus que dans le cas de l'Algérie, l'histoire a été largement passée sous silence pendant la période coloniale. La période postcoloniale n'a pas encore résolu entièrement ce problème, même s'il y a eu et s'il y a abondance d'écrits sur l'histoire de ce pays. Silence et invisibilité sont encore des mots au centre du travail des historiens. Assia Djebar insère le silence et l'invisibilité au sein même de l'écriture autobiographique. Frappée de silence et d'invisibilité, l'écriture autobiographique chez Assia Djebar, comme chez la plupart des écrivains du tiers-monde, mais aussi comme chez ceux et celles qui écrivent dans des situations extrêmes, engage une situation identitaire en effraction par rapport au consensus socio-culturel et politique, quel que soit le point de vue selon lequel on se place, national, culturel, linguistique, ethnique, générique, sexuel ou religieux. C'est bien en ces termes qu'Assia Djebar parle de son écriture autobiographique, comme une pratique d'écriture francophone, Ses voix, page 97. Dans Ces voix qui m'assiègent, elle affirme que son écriture ne peut être que traversée de silence et habitée de douleur. Silence et douleur, explique-t-elle, sont liés à un lent travail d'anamnèse et au processus de voilement, de dévoilement et de dévoiement que l'acte d'écrire engage pour elle, en tant que femme algérienne. Tout au long de ce travail d'anamnèse, la mémoire individuelle se trouve en situation de différence, de différend, et voire même d'étrangeté vis-à-vis de la mémoire historique officielle. C'est en ce sens qu'Assia Djebar parle de son écriture comme d'une écriture de la survie, d'une écriture porte-parole ou porte-mémoire, Ses voix, page 74, ou de l'urgence d'écrire, Le blanc, page 272. Entendons par là non seulement une parole relais, au sens où l'entend glissant, et qui donne une voix aux voix sans écriture ou aux voix tues, mais aussi une écriture qui se doit d'ouvrir un espace de réception clos ou plutôt fort clos. On comprend ici à quel point l'autobiographie fait inévitablement partie de l'historiographie, puisque ces écritures procèdent de la démarche anamnésique. Néanmoins, il ne s'agit pas pour autant de dupliquer ou de se fondre dans l'historiographie. Nous verrons ici que l'écriture djebarienne vise bien à faire tomber les barrières existant entre histoire et littérature. C'est ainsi qu'elle met en jeu les rapports que les notions de vrai et de faux entretiennent avec la logique des discours historiques et littéraires. À partir de là, s'inaugure une pratique d'écriture essentiellement hybride, polyphonique, transdisciplinaire et peut-on dire polyscripturale, car située aux frontières des genres et des disciplines. Étant donné l'impact de l'historiographie sur l'écriture autobiographique, l'autobiographie engage pour Assia Djebar une certaine responsabilité de l'écrivain. Il s'agit bien, comme chez la plupart des écrivains maghrébins, d'une écriture mue par une exigence dénonciatrice et libératrice, même page 185. Si Assia Djebar, comme nombre d'écrivains postcoloniaux,
prend explicitement la position de l'intellectuel marginalisé dans le blanc de l'Algérie et celle de la femme porte-parole, dans Ces voix qui m'assiègent, elle n'en inscrit pas moins ses revendications dans une politique textuelle. C'est ainsi qu'elle refuse de traiter l'autobiographie selon les conventions du genre. Incruster l'autobiographie dans une autre structure générique, c'est affirmer une écriture de la mixité où les droits de l'imaginaire sont au moins aussi forts que ceux du témoignage, où la fonction poétique submerge, travaille, transforme et révèle la fonction personnelle. Cholet-Achour, page 116. Pour Assia Djebar, l'autobiographie n'est à proprement parler ni un genre factuel ni un genre fictif. Les œuvres qu'elle nomme autobiographiques, indépendamment du genre derrière lequel elles s'abritent, revendiquent le droit à l'imaginaire tout en plaçant la subjectivité dans l'histoire. Et c'est à partir d'un tel traitement de l'imaginaire que ces œuvres interrogent le statut des régimes de vérité. L'imaginaire peut alors rivaliser avec les discours factuels habituellement associés dans la conception classique occidentale, aux discours d'ordre autobiographique ou historiographique. Lorsqu'Assia Djebar identifie son roman L'amour, la Fantasma comme son premier texte autobiographique, Violence, page 91, elle n'a pas seulement en tête un simple texte qui retracerait son histoire personnelle, mais plutôt une écriture qui juxtapose et entrecroise histoire personnelle, témoignages oraux et documentation historique. D'une part, l'autobiographie est pour elle contingente de l'inscription du sujet dans la langue, l'histoire, la religion et la culture. D'autre part, il n'y a pas de langue adéquate pour dire « je », sans s'inscrire en porte-à-faux avec l'une ou l'autre langue, l'une ou l'autre histoire, l'une ou l'autre culture. Comment dire « je » en langue française, sans éveiller la violence coloniale, interroge-t-elle. Tenter l'autobiographie par les seuls mots français, c'est sous le lance-scalpel de l'autopsie à vif, montrer plus que sa peau. Sa chair se desquame, semble-t-il en lambeaux du parler d'enfance qui ne s'écrit plus. Les blessures s'ouvrent, les veines pleurent, coule le sang de soi et des autres qui n'a jamais séché, L'amour, page 178. Impossibilité aussi de dire « je » en langue arabe, impossibilité qui s'infiltre dans l'usage de la langue française car écrire des mots d'amour en français, écrire « je », c'est contrevenir à la tradition, à la mise sous silence. Comment dire « je » puisque ce serait dédaigner les formules couvertures qui maintiennent le trajet individuel dans la résignation collective. L'amour, page 177. Entreprise risquée, qui explique pourquoi Assia Djebar en est venue à parler d'autobiographie après coup, à plus de 40 ans, au moment de et après l'écriture de l'amour, la Fantasia. Une lettre d'un ami à propos de l'amour, la Fantasia, lui a alors soudainement révélé la violence de l'autobiographie camouflée derrière les murailles de l'histoire. Violence qui n'est pas seulement liée à la douleur de l'arrachement des voix des femmes au silence, mais au geste de dévoilement de soi qui est l'équivalent d'une sortie sans voile, d'une mise à nu littérale, laquelle surgit en gros plan et expose à tous les dangers. Vous trouvez la force de soulever le nouveau silence de celui qui n'est pas le premier linceul, celui de l'amont de l'écriture, mais plutôt le dernier, le plus banal certes, celui de la Hosha, c'est-à-dire en arabe de la honte, en fait de la pudeur, seule spécificité féminine pourrait-on dire de la littérature autobiographique, ce voile qui vous engoncerait, qui dans les temps anciens, vous aurait fait désigner comme sorcière, comme impure et impudique, et obscène et publique. Ces voix, page 106. Interculturelle, aux prises avec la tradition et la modernité, hors genre, polyphonique et polymorphe, l'écriture autobiographique ne respecte ici ni le pacte autobiographique, ni le pacte romanesque, propre aux conventions occidentales, et elle lève d'emblée les frontières établies entre fait et fiction qui spécifient les genres littéraires. Comme l'a justement formulé même, en omettant de conclure le pacte du genre, en incluant dans le même contexte pacte autobiographique et pacte romanesque, c'est-à-dire en mélangeant la fiction et la réalité, faisant ainsi peser la suspicion sur l'authenticité de cette dernière, c'est en définitive le principe de la véracité que ces auteurs maghrébins remettent profondément en question, pp 59 à 60. La relativité du principe de véracité nous amène ici à replacer les débats sur les chevauchements possibles entre autobiographie, témoignage, historiographie, dans un contexte où les frontières entre genres littéraires et disciplines dites scientifiques s'avèrent extrêmement labiles et tout au mieux artificielles. Je parlerai donc ici d'une écriture de l'urgence. Par écriture de l'urgence, j'entends une écriture motivée et générée par une situation extrême, ici en l'occurrence les violences, tabous, dans l'Algérie coloniale et postcoloniale,
et qui s'inscrit dans une politique de la représentation particulière. Une telle écriture ne s'en tient pas à des mots d'ordre ou à un agenda politique particulier, mais procède d'un travail textuel qui défie les nomenclatures et les démarcations génériques établies en Occident entre le réel et le factuel. Une telle écriture ne saurait se laisser circonscrire par une catégorie quelconque, ethnographique, autobiographique, témoignage ou engagé, mais reflète dans ses modes mêmes de représentation, la posture d'un sujet écrivant qui se trouve en situation de décalage, de distance, de malaise ou de crise vis-à-vis des consensus socio-culturels établis. Historiographie ou littérature ? C'est sous le format de genre et d'écriture hybride évoluant aux frontières des disciplines qu'Assia Djebar entreprend de revisiter ou de réécrire l'histoire de l'Algérie depuis les débuts de la colonisation, 1830. Dans ses écrits, elle n'en souligne pas moins les risques et les limites d'une telle entreprise. Risque d'exposition à la violence de l'autobiographie, risque aussi d'exposition à la violence de l'histoire. Risques que ne feront qu'accentuer les écrits qui, à partir du blanc de l'Algérie, mettent en face à face écriture et mort. Limite d'une historiographie qui se place sous le signe de la double autobiographie violence, page 93, la sienne et celle du peuple algérien. Risque encore du double scandale, le projet féministe de ramener les femmes dans l'histoire, Donadet, Elle a rallumé, page 101, et d'explorer une historiographie qui n'hésite pas à défier les lois du genre. Ce projet se solde par une mise en question de la conception occidentale de la subjectivité qui repose sur l'unicité, ou sur ce que Glissant appelle la racine totalitaire. Le je ne peut plus se penser ici en fonction d'une vérité absolue ou d'un centre défini, ou bien encore être institué d'un point de vue identitaire hégémonique. Il se conçoit d'un point de vue intersubjectif et en fonction d'un principe de relativité au niveau historique et culturel. L'autobiographie chez Assia Djebar ne peut qu'ainsi appeler la révision des structures mentales sur lesquelles se fondent les principes identitaires, et par conséquent en venir à une autre lecture de l'histoire. Dans le cadre de l'écriture de l'histoire de l'Algérie, un certain nombre de problèmes se posent. Au problème méthodologique de la relativité des discours dits scientifiques, s'ajoute celui de la contamination des faits historiques par des référents parasites qui sont le produit de l'idéologie coloniale. Du côté français, un imaginaire national blessé et même gangrené, selon l'expression de Benjamin Stora, par les silences faits autour de la guerre d'Algérie et par le souvenir de l'Algérie française. Du côté algérien, les stigmates de la domination coloniale n'ont pas disparu avec l'indépendance et ils ont tourné l'imaginaire national vers le culte du guerrier. En Algérie, le mot révolution est utilisé pour caractériser cette période fracture. Mais il s'agit d'une révolution sans visage, puisque les noms des principaux acteurs du nationalisme algérien ont été effacés. On donne à voir un peuple anonyme, unanime derrière le FLN, appuyant une armée victorieuse sur le terrain militaire. Stora, La gangrène, page 8. Si bien que la décolonisation, loin de régler les problèmes, aura fait perdurer dans toute sa violence les omissions, les mythes et les fictions qui troublent l'histoire de l'Algérie. L'historien n'hésite pas à dire: un des plus durs conflits de décolonisation de ce siècle n'a vraiment jamais été assumé des deux côtés, La gangrène 8. Englué dans une documentation inadéquate, tantôt lacunaire, tantôt excessive, l'histoire de l'Algérie reste habitée par un différend dont les origines et les modalités sont encore loin d'être clarifiées en période postcoloniale. Hanté par cette situation de différend, Assia Djebar en est venue à interroger, au sein même de son œuvre romanesque, la logique des discours dits scientifiques, et à revendiquer la nécessité de la prise en considération de l'expérience personnelle au sein du discours historique. Néanmoins, il s'agit ici d'une expérience où la subjectivité touche à une question identitaire particulière, la négation de l'autre, de sa voix, de son visage. Le discours de l'autre demeure profondément enfoui dans les soubassements de la mémoire personnelle et collective, là où de surcroît, il ne possède ni langue adéquate pour se dire ni espace pour se faire entendre. Du même coup, cette absence d'immersion du discours de l'autre dans les discours officiels ne peut que révéler les limites d'un discours qui s'appuie sur le présupposé d'une vérité ou d'un absolu. Et c'est là que la notion d'expérience ainsi que la place qu'elle occupe dans l'autobiographie, le témoignage et l'historiographie, prend son sens fort. Il s'agit d'articuler une pensée et une écriture avec ses ineffables, les silences, les non-dits de sa propre histoire et de celle de son peuple,
mais aussi les silences inscrits dans le corps, le regard et les mouvements de la femme algérienne. L'histoire de l'Algérie, pour Assia Djebar comme pour la plupart des historiens, ne peut que se placer sous le signe de la réécriture, car elle relève davantage du champ de la représentation que de celui du factuel. Dans Le Blanc de l'Algérie, La femme sans sépulture et la disparition de la langue française, l'histoire de l'Algérie est mise au rang de la fiction. Elle cumule le poids des idéologies H accent aigu GE accent aigu monique, des jeux de pouvoir, des États, des partis, de la domination masculine, des censures et des falsifications. Ce regard critique sur l'histoire apparaît au niveau du contenu et de la forme. Dans Le Blanc de l'Algérie, Assia Djebar exploite largement les ressources de la répétition et de la théâtralisation pour montrer que ce qui est tenu pour vrai, ce qui est commémoré, ce qui relève de la gloire et de l'honneur, est le produit d'une rhétorique universaliste. Notons ici que la responsabilité du FLN dans la violence actuelle qu'Assia Djebar expose dans Le Blanc de l'Algérie n'est pas un fait nouveau. Bien avant l'indépendance, Fanon voyait une violence inévitable dans l'entreprise de décolonisation en partie du fait que le nationalisme algérien ne s'adressait qu'à une faction de la population et reproduisait l'esprit universaliste français. Les partis nationalistes calquent leurs méthodes sur les partis occidentaux, aussi n'orientent-ils leur propagande en direction de ces masses. Dans La femme sans sépulture, Assia Djebar oppose la prolixité des hommes, des fils, des maris, dans les discours officiels, page 160, à l'effacement des femmes qui ont participé à la lutte pour la libération peu après l'indépendance. Cette opposition entre l'histoire officielle masculine et l'histoire féminine souterraine se traduit par une autre, l'opposition fait-rythme. Pour Assia Djebar, les véritables gardes-mémoire, La femme, page 151, ne sont pas les discours officiels, soi-disant porteurs de faits, mais les discours mis sous silence et dont le sens perce dans les paroles, les silences, les pauses et les gestes des femmes qui cherchent à retrouver l'histoire de la moudjahidate oubliée, Zulika. Ces discours sont porteurs de rythme. La démarche historiographique d'Assia Djebar met à jour l'inévitable part de fiction inhérente au discours historique. Il s'agira dès lors d'en excaver les refoulés, en l'occurrence, l'autre forclos dans la mémoire d'État en faisant appel au travail d'anamnèse. Le Blanc de l'Algérie, Oran, langue morte, ces voix qui m'assiègent, La femme sans sépulture, expose en particulier les termes d'un différend dans l'écriture de l'histoire algérienne à partir de deux dilemmes, comment en parler et comment taire l'Algérie. Néanmoins, ce différend n'est pas uniquement lié à une question de langage ou à une question de traduction. Il ne porte pas seulement sur des régimes de phrases hétérogènes, il concerne également le mode de présentation des critères qui définissent une réalité. Ramdani, page 13. Et c'est aussi la logique de ce mode de présentation exploité par les régimes d'indépendance que l'écriture djébarienne interroge. À partir du moment où les discours qui fondent l'historiographie et la littérature supposent l'effraction d'une certaine part de fiction dans le réel, ces disciplines n'ont plus de frontières étanches. Dans cette logique, la question de la référentialité passe au second plan. La référentialité s'avère minée dans les discours dits scientifiques et quand bien même elle ne le serait pas, elle ne permettrait pas de trancher entre le vrai et le faux, puisque le rapport au réel ne peut se penser qu'en termes de relativité. Par ailleurs, dans la littérature maghrébine, la référentialité est instable, voire même errante, et n'engage pas la véridicité des discours. Dans ces conditions, la littérature ne peut plus se penser exclusivement en termes de référentialité, qu'elle soit fictive ou non. Chez Assia Djebar, la question du vrai ou du faux ne se situe plus au niveau de la référentialité, mais au niveau du relais ou de la médiation, qu'il s'agisse de littérature ou d'historiographie. Elle en appelle constamment à la littérature, aux témoignages oraux de femmes qui ne peuvent pas écrire, et de plus en plus depuis le Blanc de l'Algérie, à des entretiens recueillis auprès et autour de ceux qui ne peuvent plus écrire ou qui sont maintenant morts ou présumés disparus. Ce qui compte ici est moins le caractère vrai ou fictif de ce qui est dit au niveau de chaque entretien que les modes de représentation par lesquels ils sont livrés. Paroles aphones, paroles spectrales, recueillies, transmuées. L'intérêt du témoignage réside moins dans ce qui est dit, les faits, que dans le langage corporel, la difficulté de dire, les silences, le rythme. C'est ainsi qu'Assia Djebar se tourne vers l'expérience, la sienne et celle des autres. Violence symbolique et écriture. Les appels à l'expérience et à l'anamnèse dans les derniers écrits d'Assia Djebar,
nous amène à réévaluer l'impact de la violence coloniale et postcoloniale dans l'écriture de l'histoire. Si l'on s'en tient à la conception de Bourdieu, la violence coloniale militaire et conquérante ne va pas sans violence symbolique. Il y a une prise en charge immédiate de l'identité à deux niveaux. Un niveau d'abord conscient, lié à la peur et à la survie dans un territoire géopolitique entièrement circonscrit, linguistiquement et culturellement, par le colon avec sa panoplie de supports institutionnels, l'armée, l'État, l'école mais aussi à un niveau inconscient. Or, le point d'application le plus profond de la domination coloniale réside dans l'incorporation psychique et corporelle des dispositifs de domination et leurs corollaires, qu'il s'agisse de dispositifs coercitifs évidents ou de dispositifs plus subtils de surveillance. La géopolitique coloniale exploite ainsi largement les dispositifs de surveillance. Comme l'avait noté Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, la compartimentation de l'espace suit le modèle de l'apartheid. Cette disposition panoptique de l'espace relève bien de la violence symbolique, et elle est loin de disparaître avec la décolonisation. Cette géopolitique panoptique dont Fanon prévoyait avant même l'indépendance qu'elle serait génératrice de violence lors de la décolonisation, a joué un rôle de premier plan dans la montée des vagues de violence des années 90. Abenour Djelouli explique que la situation géographique des villages Raïs, Bentala, à proximité d'un repère de terroristes, Ouled Halal, ne suffirait pas à expliquer les massacres de l'été 1997. Selon lui, ces massacres sont aussi liés au fait que ces localités construites après l'indépendance ont été livrées à une politique de braderie des terres vendues à des gens hors de la région, et à une politique d'abandon de l'État. Cette redistribution de l'espace a facilité l'exclusion des paysans de la société et le contrôle des islamistes qui ont pu facilement exploiter les sentiments d'abandon et de rancœur des habitants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.